Alors sur Série de l'écrivain, on sera encore au mois de mars, je l'espère, quand je vais sortir cette vidéo, parce que je voulais vous parler des sorties du mois de mars 2024, donc à savoir ce qui va sortir comme bouquin. Donc comme d'habitude, majoritairement, je vais pas parler de suite de saga, ça sera surtout des stand-alone. Ça peut être de la littérature blanche, de l'imaginaire, de la romance, peut-être dans d'autres genres littéraires. Ça sera sans doute pas de romans graphiques, ni de BD, ni de manga, parce que j'en lis peu. Et donc pour les sorties du mois de mars 2024, j'ai sélectionné 26 livres. Donc on va commencer. Comme d'habitude, c'est sur... j'ai été faire mes courses sur le site Booknote, que je trouve très bien fait pour ça, parce qu'il y a le planning de sortie, etc. On commence par C'était notre terre, un livre de Kathleen Grissom chez Charleston. En 1863, va la première, jeune fille de la tribu des Crocs, à 16 ans et rêve d'épouser Gros Nuage. Hélas, ce dernier meurt dans une chasse au bison peu avant leur mariage, la laissant le cœur brisé. Pour arranger sa famille, elle finit par épouser Abe Farwell, un commerçant de fourrure blanche qui lui donne le nom de Mary. Mary accompagne alors son époux pour un long voyage vers le Canada. L'entente n'est pas toujours facile entre les tribus amérindiennes et les trappeurs canadiens. Néanmoins, lorsqu'une quarantaine de voyageurs Nakoda cherchent un refuge pour survivre à l'hiver, ils sont tout de même accueillis avec bienveillance. Mais un soir, un groupe de marchands de whisky ivres massacre tous les hommes Nakoda et épargne les femmes de la tribu pour les violer. Face à cette tragédie et l'inaction de son mari, Mary décide de prendre les armes pour aller les sauver. Et Jim Fergus, dans un joli petit bandeau, dit que c'est une histoire fascinante et magnifiquement racontée. Donc Jim Fergus, qui est un des spécialistes des grands espaces, de cette époque-là aussi, je pense. J'ai déjà lu 1000 femmes blanches, il me semble. J'ai pas lu là ou les suites, mais en tout cas, toutes ces thématiques-là, c'est des choses qui m'ont toujours intéressée, que je porte toujours, qui m'intéressent. Donc c'est potentiellement un livre que je peux être amenée à acheter et à lire. On passe ensuite à Gâteau d'amour de Sophie Jomain chez J'ai lu, avec une très jolie couverture jaune. Très, très jolie robe. Comme elle l'aime ce gamin, elle ferait n'importe quoi pour lui. S'il existe vraiment, Dieu lui en sera témoin. Ce soir, Annabelle réglera tous leurs problèmes. Ce soir, elle acceptera l'offre que lui a faite Cédric Berkin. Antoine, son grand amour, aura le cœur brisé et le sien saignera, mais Charles vivra encore un peu. Rien n'est plus important. Il aura fallu 20 ans à Annabelle pour avoir le courage de quitter Cédric et affronter la peur qui la retenait. Aucun homme ne la soumettra plus jamais, mais un seul saura-t-il de nouveau faire battre son cœur. Donc oui, on est sans doute dans de la romance. Sophie Jomain, il me semble bien que c'est l'autrice qui a écrit une romance en mode un peu calendrier de l'Avent à Noël, un livre qu'il s'est arraché sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il a eu un sacré succès vu un peu comment ça s'est survendu sur Vinted. Mais ça me dit bien, le côté un peu doudou, ma foi. C'est ce qu'on demande de la romance. On passe ensuite à Peine de mots perdus de Jean-Laurent Del Socorro chez Argile. Alors, je suis toujours très fan des couvertures de chez Argile. Je ne sais pas qui les fait, mais franchement, chapeau. France, 1593. La chance a tourné pour les membres de la compagnie du Chariot. La voilà désormais enfermée à la prison de Rennes. Contre leur libération, leur capitaine Axel de Torrenc est envoyé sur ordre du roi Henri IV en Angleterre pour retrouver le sceau de l'enfer, un artefact alchimique aux immenses pouvoirs. Première d'une longue série, cette mission la verra s'opposer à la mystérieuse École de la Nuit. Des jardins du palais de la reine Élisabeth aux planches du théâtre de William Shakespeare, Axel tiendra, souvent malgré elle, le premier rôle dans des complots en tout genre et donnera la réplique à des compagnons de scène inattendus. L'impertinent corsaire Francis Drake, la gouailleuse Marie la Tyrelaine ou encore la très engagée poétesse Jane Anger.
Ma foi. Jean Le Rohan del Secours, je ne l'ai jamais lu, mais Argile, j'ai vraiment l'impression que c'est une maison d'édition de l'imaginaire qui est solide et qui surtout fait de très bons choix éditoriaux, donc pourquoi pas. On passe ensuite aux Orphelins de Philadelphie de Hélène Marie Wiseman chez, j'arrive pas à le lire, chez Faubourg Marigny, avec une jolie couverture aussi, ma foi. Deux femmes dans les tourments de l'épidémie de grippe espagnole en 1918, une extraordinaire histoire de résilience et d'espoir. Automne 1918, Pia Lange est une jeune immigrée allemande de 13 ans et elle vit avec sa mère et ses petits frères dans un quartier pauvre de Philadelphie. Le sentiment anti-allemand a incité son père à s'enrôler aux côtés de l'armée américaine pour participer à la Première Guerre mondiale afin de prouver sa loyauté. Et la famille Lange est sans nouvelles de lui. Mais une nouvelle menace est en train d'arriver. La grippe espagnole se propage dans la ville. Bientôt, la mère de Pia finit par décéder. Pia doit s'aventurer à la recherche de provisions, laissant seuls ses frères jumeaux en bas âge. Depuis la mort de son bébé quelques jours auparavant, Bernice Groves est plongée dans le chagrin et l'amertume. Si les médecins n'avaient pas été aussi occupés à soigner des hordes d'immigrés, ils auraient peut-être pu sauver son fils. Lorsque Bernice voit Pia quitter son immeuble, elle prend une décision choquante qui va changer sa vie et la lancer dans une sinistre mission. Récupérer les orphelins et les enfants immigrés de la ville pour les transformer en ce qu'elle considère comme de vrais Américains. Commence alors pour Pia une longue quête de la vérité alors que Bernice sombre de plus en plus dans la folie. Alors là, je trouve qu'au niveau des thématiques, ça peut être clairement glissant, mais si l'autrice se débrouille bien, c'est un best-seller du New York Times en plus, donc je pense qu'il y a de quoi faire. Puis la couverture est très, très mignonne, j'aime bien. Et j'aime bien le côté aussi, la sœur aînée qui est un petit peu en charge de la famille malgré tout, etc. Donc, dans la trilogie du chant des déesses de Claire North, Le Palais d'Ulysse, qui est le tome 2, donc qui fait suite à Pénélope Reine d'Ithaque, et après il y aura Last Song of Penelope, donc c'est pas encore traduit. Donc le 2, Le Palais d'Ulysse, sort. On est aux éditions Hauteville, avec une très jolie couverture. Donc la première est orange. Je vous mettrai les 3 couvertures. La première est orange, la seconde est bleue et la dernière est verte. J'aime beaucoup. Le roi Ulysse est parti il y a de nombreuses années en guerre contre Troie, emmenant tous les hommes en âge de combattre de l'île d'Ithaque. En son absence, Pénélope use de toute sa ruse pour maintenir la paix, mais celle-ci est ébranlée par l'arrivée d'Oreste, roi de Mycène, puis de Ménélas, roi de Sparte. Ce dernier convoite le trône d'Oreste et s'il parvient à s'en emparer, personne ne sera à l'abri de ses violents caprices. Coincée entre Mycène et Sparte, Pénélope doit protéger Ithaque de 2 rois fous et belliqueux. Ses seuls alliés sont Électre, prête à tout pour protéger son frère, et Hélène de Troie, l'épouse de Ménélas. Chacune de ces femmes possède un secret qui façonnera le monde. Après Pénélope, reine d'Ithaque, acclamée par la critique, voici Le Palais d'Ulysse, le 2e roman de la trilogie Le Chant des déesses de Claire North, un récit exquis et captivant qui redonne vie aux mythes anciens. Dans la veine du Chant d'Achille de Madeline Miller, de l'Odyssée de Pénélope et de La Servante écarlate de Margaret Atwood. Moi je dis c'est prometteur. J'ai pas lu le premier, mais franchement ça donne envie. Donc je sais pas à quel point la réécriture respecte le mythe ou le réinvente, mais pourquoi pas. Alors, par la suite, un autre tome 2, mais c'est le dernier, La Malédiction des Sept, All of Us Villains, le tome 2 de Amanda Foody et Christine Lynn Herman. Donc le tome précédent, c'était All of Us Villains, le tournoi d'Ilvernas. On est aux éditions Milan. Pour la première fois de son histoire, le tournoi d'Ilvernas ne se déroule pas comme prévu. L'arène accueillant la sanglante compétition s'effondre. La haute magie est de plus en plus instable. Un jeune homme est revenu d'entre les morts et les champions doivent faire un choix.
rompre la malédiction millénaire qui pèse sur eux sans connaître les conséquences d'un tel acte, ou s'affronter à mort pour obtenir gloire et pouvoir. Trahison, larmes et suspense insoutenables, un final en apothéose pour la duologie Phénomène d'Amanda Foody et Ciel Herman. Apparemment, c'est la rencontre idéale entre les tribus d'Hunger Games, la compétition de la coupe de feu dans Harry Potter et l'écriture cinématographique de Lee Bardugo, le cocktail idéal pour un page-turner addictif. Il a pas mal tourné sur les réseaux, du moins le All of Us Villains, le premier tome. On passe ensuite à Piranèse de Suzanne Clark chez Robert Laffont. Chez Robert Laffont. C'est le lauréat du Women's Prize 2021, le retour attendu et triomphal de l'auteur de Jonathan Strange et Mr. Norrell. Je crois que c'est un bouquin que j'ai depuis très longtemps dans ma bibliothèque et que j'ai toujours pas ouvert. La maison où vit Piranèse n'est pas un bâtiment ordinaire. Ses pièces sont infinies, ses couloirs interminables et ses salles ornées de milliers de statues. Au cœur de cette architecture monumentale est emprisonné un océan, mais Piranèse n'a pas peur. Il vit pour explorer ce labyrinthe. Dans son journal, il dresse de rigoureux rapports de ses errances. L'autre vit aussi dans cette cité enfouie. Piranèse lui rend visite 2 fois par semaine et l'aide dans sa recherche du grand savoir. Mais au cours de ses expéditions, Piranèse découvre un jour des preuves de l'existence d'un 3e habitant. Une terrible vérité commence à se dévoiler, révélant un monde totalement différent de ce qu'il connaît. Envoûtant, Piranèse nous plonge dans un monde parallèle onirique, à la beauté irréelle, rempli d'images surprenantes, tourmenté par les flots et les nuages. Eh ben dis donc! J'aime bien la couverture là, avec le satyre sur la colonne, c'est très classe. Très très classe, ça donne envie aussi. De toute façon, je ne vous donne que des choses qui me donnent envie. On passe au Porcelainier de Dachau, donc grosse vibes de Feel Good, de Sarah Fritti chez Hauteville, avec une très belle couverture également. 2 amants face à la noirceur de l'Allemagne nazie, où l'espoir est aussi fragile qu'une figurine de porcelaine. À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, Max, jeune architecte autrichien juif, et Bettina, une belle et célèbre artiste allemande, tombent éperdument amoureux. Mais ses débuts étincelants sont obscurcis par la montée du nazisme. Max est envoyé à Dachau et seul son talent pour fabriquer des figurines de porcelaine le protège d'une mort certaine. Prête à tout pour sauver son amant, Bettina préfère mourir que vivre un instant sans lui. Des années plus tard, au tournant du XXIe siècle, Clara, la fille de Bettina, entreprend un voyage pour retrouver ses racines et découvrir l'identité de son père. Tandis que Clara reconstitue le puzzle de ses véritables origines, elle découvre le terrible secret que sa mère aurait voulu garder enseveli pour toujours. Ça sent le gros drama. On passe à Des lendemains qui chantent d'Alexia Strezzi chez J'ai lu, avec une jolie couverture également. Paris 1935. Lors de la première du Rigoletto de Verdi à l'Opéra Comique, un jeune ténor défraie la chronique en volant la vedette au rôle titre. Le nom de ce prodige, Elio Leone. Né en Italie à l'orée de la Première Guerre mondiale, orphelin parmi tant d'autres, rien ne le prédestinait à enflammer un jour le tout Paris. Rien? Si, sa voix. Une voix en or, comme il en existe peut-être 3 ou 4 par siècle. Cette histoire serait très belle mais un peu trop simple. L'homme a des failles. D'ailleurs, est-ce vraiment de succès qu'il rêvait? En mettant en scène avec une générosité folle et une grande puissance romanesque d'inoubliables personnages, Alexia Strezzi nous raconte que ce sont les rencontres et la manière dont on les honore qui font que nos lendemains chantent et qu'on sauve sa vie. Grosse vibe feel good, celui-là. On passe à L'Aube écarlate de Jen Guerrieri. Alors là, c'est un tome 1 sur 2 livres. Je pense que c'est de la dark romance. C'est de la dark romance, donc public averti. Et je pense que ils n'ont pas mis les triggers, mais si vous allez vers ce livre-là, renseignez-vous s'il y a des trigger warnings, parce que là, à mon avis, on va être sur des choses qui vont être un petit peu compliquées, un peu touchy. Résumé,
continue à me considérer comme le grand méchant de l'histoire, Armance. Paris, les années folles. Un vent d'euphorie souffle sur la capitale, la joie de vivre bruisse dans les rues et l'envie de faire la fête exalte une jeunesse pleine d'espoir, avide de liberté et bien décidée à oublier les horreurs de la guerre. Toutefois, pour Armance Faure, impossible d'effacer de sa mémoire les désastres de ce premier conflit mondial. Elle y a perdu son père, qui, accusé de désertion sur le front, a été fusillé par son ancien régiment. Un acte de haute trahison qui a profondément terni l'image et la réputation de la famille Faure. En charge de veiller sur sa mère dévastée et son petit frère, Armance n'a d'autre choix que d'endosser le rôle de chef de famille. Pour s'en sortir, la jeune femme de 19 ans erre dans les rues et commet des vols, allant de modestes vêtements jusqu'aux objets de grande valeur. Mais un jour, elle commet l'irréparable en dérobant une bague en or massif. Alors qu'elle pense avoir tiré le gros lot, elle découvre un symbole gravé sur le bijou, un corbeau, l'emblème d'Oswald Serendas, le chef d'un groupe de malfaiteurs qui sème la terreur dans les rues de Paris à la nuit tombée. Avec ce vol, Armance a saboté une mission cruciale de cette organisation criminelle. Et elle devient, sans le vouloir, la cible d'Oswald, un homme à la cruauté sans égale, à la beauté glaciale, et dont le regard vairon glace les échines d'un simple coup d'œil. Aucun retour en arrière n'est possible et la voilà plongée dans un monde impitoyable, sans foi ni loi, où le sang coule à flot et la vengeance embrase les âmes. Bon, les quelques premiers commentaires ont l'air plutôt élogieux, ma foi, mais j'ai lu un peu en diagonale. Et ça serait éventuellement chez Plume du Web, mais j'en suis pas sûre, je n'arrivais pas à lire la maison d'édition. On passe à La Chambre des Diablesses d'Isabelle Duquesnoy. On est chez Pocket, sélection Grand Prix des lecteurs 2024. L'incroyable histoire d'une empoisonneuse à la cour de Louis XIV, il y avait un bâton. Une empoisonneuse à la cour de Louis XIV, 22 février 1680. Après 3 jours d'interrogatoire, Catherine Monvoisin, dite La Voisin, redoutable empoisonneuse de Paris, est brûlée en place de Grève sur ordre de Louis XIV. Sa fille Marie-Marguerite, âgée de 21 ans, est arrêtée pour complicité de diablerie et conduite à la prison de Vincennes. Dans l'espoir de sauver sa tête, et parce qu'elle fut l'assistante de sa mère, la jeune fille accepte de livrer par écrit le nom des complices, les recettes des poisons mortels, ainsi que le mode opératoire d'environ 2500 crimes odieux. Ainsi se raconte le destin de La Voisin, ancienne sage-femme et devineresse, devenue empoisonneuse et tueuse d'enfants pour le compte d'une aristocratie friande de filtres d'amour et de messes noires, et qui lui commande de faire disparaître indifféremment époux, enfants ou rivaux. Donc l'affaire des poisons comme ça, c'est quelque chose que j'ai très vaguement en tête. Je ne suis pas du tout spécialiste de l'époque, mais je me disais pourquoi pas. On passe à Ilos de Marion Brunet chez PKJ avec une magnifique couverture également. A priori, c'est un premier tome, je ne sais pas sur combien. Partez à la découverte des mystères enfouis de la cité phocéenne, Marseille 2052. Le réchauffement climatique a entraîné une montée des eaux qui a recouvert une grande partie de la ville. Mais toutes ces richesses ne sont pas perdues pour autant. Certains ont pris l'habitude de plonger pour explorer les bâtiments engloutis et y récupérer tout ce qui peut encore avoir de la valeur. Parmi eux, il y a Nolan et son frère Gal, considérés comme le meilleur des plongeurs. À tel point que sa réputation arrive aux oreilles du Commodore, figure puissante et inquiétante, qui exige du jeune homme qu'il récupère un mystérieux objet dans les profondeurs. Quand il ne remonte pas à la surface, Nolan se promet de venger son frère. Sa quête l'emmène à la rencontre d'autres jeunes, aux côtés desquels elle participe au sauvetage d'un groupe de réfugiés et en apprend plus sur son puissant ennemi, ainsi que sur le précieux objet qu'il recherche. Ma foi, pourquoi pas également. Mais donc c'est un premier tome, j'avais pas fait attention. On passe ensuite au Réseau Jane de Heather Marshall chez Pocket. Si vous ou une de vos amies tombe enceinte alors qu'elle ne le souhaite pas, vous devez appeler un médecin et demander Jane. Nancy Mitchell se raccroche désespérément à ces mots lorsqu'elle se découvre enceinte en 1980. L'estomac noué et les doigts crispés sur le combiné, elle réussit à obtenir le contact du docteur Evelyn Taylor qui pratique des avortements clandestins.
Le jour du rendez-vous, Nancy suit à la lettre les consignes. Ne pas donner de nom de famille, venir seule, frapper 7 fois à la porte, mettre des vêtements discrets. Elle sait que se rendre au cabinet de Seaton Street pourrait l'envoyer en prison. Pourtant, quelques années plus tard, elle rejoint le réseau Jane, en dépit du danger, pour venir en aide aux jeunes femmes dont elle partage le déchirement. Nancy trouve rapidement sa place dans cette famille de cœur et comprend que chacune a ses propres raisons et secrets pour prendre au quotidien ces risques insensés. Et pour Evelyn Taylor, l'histoire a commencé près de 20 ans plus tôt, dans un établissement religieux où les filles perdues étaient envoyées donner naissance. Là, c'est vraiment par rapport à la thématique que j'ai choisi de vous présenter ce livre, parce que tout simplement, le droit à l'avortement, c'est important d'en parler, d'en reparler, d'en reparler, les droits des femmes, le féminisme, la politique, etc. Il y a déjà un extrait qui a été mis. Quand on est jeune, on regarde le temps par le mauvais bout de la lorgnette. Le bout généreux qui donne l'impression que tout est très loin, que des années-lumière s'étendent entre vous et ces objets dont une distance magique vous sépare. Et puis, sans prévenir, le temps inverse la machine et soudain vous regardez par le bon bout, le bout par lequel vous étiez censé regarder depuis le début si vous aviez fait attention. Le bout qui zoome sans pitié et vous oblige à voir les détails sur lesquels vous auriez dû vous concentrer depuis toujours. On passe ensuite à Runborn d'Ariel Holz chez Gulfstream Editions. C'est un premier tome sur je ne sais pas combien. Je l'ai vu pas mal tourner sur les réseaux. Et Gulfstream, j'ai appris que c'était une maison d'édition nantaise, donc à côté de chez moi. Chacune de ces runes possède un peu de l'essence d'un dieu ou d'une déesse indispensable à toute existence. Je vous ai choisi pour les porter. Grandissez et prospérez, enfants des runes. Lorsque le temps sera venu, vous ferez renaître les dieux. Ainsi parlait Odin, le père de tout, à la veille du Ragnarok, la fin de l'ancien monde. Né marqué d'une rune, Tyr est un Runborn. Mais 2 siècles après le Ragnarok, les dieux nordiques ont été oubliés et le jeune homme ignore tout de son héritage. Lors d'un rite de passage organisé par la prêtresse de son village, Tyr découvre qu'il est, comme ses amis Hel et Bragi, le maillon d'une chaîne forgée bien avant sa naissance. Porteur des pouvoirs d'une divinité, ils doivent réunir les 24 runes dispersées dans le monde pour redonner vie aux dieux. Il leur faudra pour cela convaincre les autres Runborn ou s'approprier leurs runes par la force. Face au chemin pavé de sang qui s'impose à eux, Tyr et ses compagnons sacrifieront-ils ce qu'ils sont pour accomplir leur mission sacrée? Alors je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais Tyr, Hel, Bragi aussi il me semble, ce sont des noms de dieux nordiques. Mystérieux, et je crois qu'on est quand même peut-être plus sur du young adulte là. On passe ensuite à un auteur que j'apprécie énormément. Un geste vers le bas de Bartabas chez Gallimard. En 1990, Bartabas rencontre Pina Bausch. Une amitié entre eux se noue et il lui présente le cheval Michafiga, le partenaire idéal, selon lui, pour révéler la personnalité profonde de la danseuse. C'est le début d'une aventure initiatique sans pareille qui durera plus de 10 ans. Lors de ces nuits volées, au gré de leur rencontre, Pina Bausch et Michafiga tissent un lien qui aurait dû déboucher sur un spectacle attendu. La vie en a voulu autrement. Restent les moments de grâce qui ont échappé au projecteur et dont Bartabas, qui en fut l'unique témoin, nous livre ici le récit halluciné. Un geste vers le bas, hommage d'un artiste à une autre, nous entraîne dans les coulisses de la création et raconte ce qui peut se jouer d'irrationnel et de sublime entre l'homme et l'animal. Je fais un petit point rapido sur ce que je sais de Bartabas. Et alors, je suis quasiment sûre d'avoir vu un spectacle de lui à Rennes. Et je suis quasiment sûre de m'être enfilé quelques documentaires par la suite. Donc c'est un homme qui travaille avec les chevaux, avec le cheval, et qui a il y a une espèce de poésie, mais quelque chose de brut aussi, et de magnifique dans ce qu'il fait. Et ça fait très longtemps que je n'avais pas entendu parler de lui, donc c'est vraiment un livre que je pourrais acheter, lui, si je tombe dessus. Mais vraiment. On passe à un classique, La Reine Margot d'Alexandre Dumas,
livre de poche. Avec, je crois que c'est la couverture du film ou d'un spectacle avec Isabelle Adjani, il me semble. Oh, c'est une trilogie. La trilogie des Valois, en 3 livres. La Reine Margot, La Dame de Montsoreau et les 45. Je ne savais pas. Parmi les romans les plus populaires d'Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires, mais aussi La Reine Margot. Dans le tumulte, le ferraillement des armes et les cris de la tragique nuit de la Saint-Barthélemy, un jeune protestant en fuite se retrouve dans la chambre de la Reine Margot, fille de l'ambitieuse et cruelle Catherine de Médicis, sœur des rois, et qui vient d'épouser Henri de Navarre, futur Henri IV. « Madame, murmure-t-il, par pitié, sauvez-moi !» Commence, au cœur d'une époque baroque et sanglante, une folle épopée d'amour, d'amitié et d'aventures multiples, comme seul savait les imaginer et les raconter ce génie du roman que fut Alexandre Dumas. Cette fresque tumultueuse de la Renaissance française a été à plusieurs reprises adaptée à l'écran. Dans sa dernière version, c'est Isabelle Adjani qui incarne l'énigmatique Reine Margot, aussi belle qu'amoureuse, passionnée. Alors, je n'ai jamais lu Dumas. J'ai certainement vu Les Trois Mousquetaires ou plusieurs de ses livres adaptés en série ou à la télé ou au cinéma. Et j'ai vraiment très envie de plonger dans son univers comme dans celui de Dickens d'ailleurs. Je ne sais pas encore si j'aurai le courage de le lire sur la chaîne. Enfin, je dis le courage parce qu'il me semble qu'il fait quand même de bonnes pavasses, mais je vais étudier tout ça. Je vous dirai. On passe à Pour l'amour des dieux de Sarah Underwood chez Casterman, avec une très belle couverture. Un seul sacrifice pour les sauver toutes. Depuis des siècles, 12 jeunes filles d'Ithaque sont sacrifiées à Poséidon chaque printemps. Tel est le funeste sort de ce royaume maudit, qui se préserve ainsi de la colère divine. Alors, quand Leto est désignée, nulle échappatoire, elle est exécutée. Pourtant, la mort n'est pas sa destinée. Elle se réveille bien vivante sur une île oubliée de tous. Devant elle se tient Mélanto, la troublante immortelle aux yeux verts qui a le don de commander à la mer. Elle l'accueille et lui révèle la seule manière de briser la malédiction. Leto doit assassiner le prince d'Ithaque. À voir, parce qu'il y a énormément de réécriture à partir de matières mythiques, on va dire, depuis pas mal de temps. Donc je ne sais pas ce que ça peut donner, mais je me disais pourquoi pas, ma foi. On passe à Obsidian and Blood, tome 1, Serviteur des Enfers, de Aliette de Baudard chez Nemos, maison indépendante de l'imaginaire. C'est le premier d'une série de je ne sais pas combien de livres. Ça se passe au Mexique, je vais très certainement écorcher tous les noms que je vais prononcer. La couverture est sublime. 1480, Tenochtitlan, Mexico, capitale de l'Empire aztèque. Acatl, grand prêtre des morts, s'entaille le lobe des oreilles pour fournir le sang vif nécessaire au service funèbre, la routine. Pendant ce temps, une liaison interdite est sur le point de se nouer entre Éleuia, prêtresse aussi ambitieuse qu'imprudente, et Neutémoc, guerrier jaguar, issu de l'élite des combattants et frère du grand prêtre. Mais lorsque Éleuia disparaît, laissant derrière elle des traînées de sang et des traces magiques, Neutémoc est évidemment suspecté. Roman de fantaisie historique passionnant, aux personnages à la fois si lointains et si proches, Serviteur des Enfers fait revivre un monde précolombien riche et complexe, où le plus haut degré de civilisation contraste avec des pratiques sacrificielles omniprésentes. Découvrez l'Empire aztèque en suivant l'enquête magico-policière d'Acatl, prêtre détective pris entre démêlés familiaux, intrigues de cour et créatures démoniaques. Polytechnicienne, ingénieure dans une grande entreprise française, Aliette de Baudard a été nominée une 40aine de fois aux prix littéraires anglo-saxons les plus réputés et en a obtenu 14. Ce qui laisse dire que c'est valeur sûre. Je crois que je ne l'ai jamais lu. Qu'est-ce qu'elle a écrit, cette petite madame ? Elle a écrit des chroniques aztèques, une série de 3 tomes d'Obsidian et de sang, le 5e soleil, Master of the House of Darts, Dominion of the Fallen,
Gentleman mécanique, compendium de récits steampunk. On va l'écrire en anglais. Et ben je suis tout épatouillée. On passe ensuite au Poudremage, tome 1, La promesse du sang, de Brian McLean chez Léa. Pour la petite anecdote, c'est une série de 8 livres dont j'ai entendu parler sur la chaîne Les Mots de l'Imaginaire, que je vous conseille très fort, qui est une chaîne YouTube qui est consacrée majoritairement à la fantasy, au fantastique, enfin bref, à l'imaginaire. Et elle a vraiment aimé cette série de livres et je pense que qu'elle a des goûts qui sont sûrs, donc je pense que ça me plairait. L'âge des rois est mort et c'est moi qui l'ai tué. Il n'est pas facile de renverser un roi. Pourtant, le coup d'État fomenté par le maréchal Tamas a envoyé les nobles à la guillotine et sauvé le peuple d'Adro de la famine. Mais ce n'est qu'un début et il le sait. La guerre couve entre les 9 nations et les Kèzes, privés de juteux accords commerciaux, sont sur le point d'envahir Adro. Tamas doit compter sur les derniers poudremages de sa cabale, ainsi que sur Taniel, un tireur d'élite qui est également son fils, et Adamat, un ancien inspecteur de police désormais détective. Mais entre les derniers royalistes et les alliés de Tamas, l'Église, une armée de mercenaires et le puissant syndicat des travailleurs d'Adro, la trahison bat son plein. À qui Tamas peut-il encore se fier? Lorsque des prophéties immémoriales auxquelles plus personne ne croit, annonçant le retour d'un dieu ancien, menacent de devenir réalité, comment empêcher le pire? Donc voilà. On passe à Va où la rivière te porte de Shaylee Reid chez Robert Laffont. Très jolie couverture également, j'aime bien. Le destin d'une jeune femme au cœur des étendues sauvages du Colorado à la fin des années 1940, un premier roman puissant. Victoria Nash a 17 ans à la fin des années 40 et elle gère d'une main de maître le verger de pêche de son père à Iola, petite ville du Colorado entre montagnes et rivières. C'est la seule femme survivante de sa famille et elle doit cohabiter avec un père colérique, un oncle acariâtre et un frère violent. Ça promet. Lorsqu'elle rencontre par hasard Wilson Moon dans les rues d'Iola, la vie semble à nouveau lui sourire. Will est un jeune vagabond au passé mystérieux et à la peau sombre. L'étincelle qui s'allume entre eux va déclencher autant de passion que de malheur. La famille de Victoria refuse qu'elle côtoie un Indien et leurs entrevues deviennent de plus en plus risquées jusqu'à ce qu'une tragédie survienne. Victoria devra alors se battre pour se protéger et protéger le fruit de son amour interdit. Elle va survivre contre les éléments des montagnes alentours où elle va se réfugier et apprendre à continuer à vivre alors que tout ce qu'elle chérissait a disparu. Sa ville, engloutie par les eaux de la Gunnison, les êtres aimés et le souvenir d'une vie où tout était encore possible. Ça me dit bien, grands espaces, États-Unis. Pourquoi j'ai sorti ça, moi? Alors, on passe aux grandes remontadas de l'histoire, tombées au fond du trou. Ils en sont ressortis, de Clémentine Portier-Kaltenbach chez Bûcher-Chastel. Je sais pas comment je fais arriver là. Ah oui, ça peut être sympa ça. Agrippine le Jeune, Richard Cœur de Lion, Richelieu, Napoléon, Pasteur, Clémenceau, Churchill, De Gaulle, Mitterrand. Tous ont été un jour détrônés, vaincus, déshonorés et se sont relevés. Voici les récits de ces illustres personnages à ce moment périlleux de leur cheminement personnel. Lorsque la gloire et le temps ont doré les statues, l'histoire nous rappelle utilement que nos grands hommes ont bien souvent été des survivants, pour ne pas dire des miraculés. Ça, j'ai le souvenir en fait que je l'avais sélectionné parce que le côté anecdote historique sur des personnages comme ça, je le trouve super intéressant, un peu comme les Bellemare et compagnie, parce que ça peut donner du grain un peu, du grain à votre moulin, de l'eau à votre moulin aussi, si vous avez envie d'écrire. Donc pas forcément pour faire un copier-coller de ce qui est déjà écrit, mais surtout pour donner des idées tout simplement. On passe à une duologie. L'épée, la famine et la peste d'Aurélie Willenstein chez Scrinéo. Donc le tome 1, la couverture est magnifique.
Depuis un demi-siècle, le royaume de Comgal s'enfonce dans un âge sombre. Les monstres pullulent, des villages entiers disparaissent dans les toiles d'araignées et les Tarantas tissent dans l'esprit des hommes, les condamnant à s'étioler dans la mélancolie et les idées noires. 3 êtres brisés deviennent la cible d'une population aux abois. Un garçon possédé par l'esprit d'un loup, une jeune fille soupçonnée d'avoir les pouvoirs d'une araignée, un ancien soldat qui a tout perdu, persuadé que son fils vit dans l'œil d'un cerf. Pourchassés par le chef de l'Inquisition et son archère, ils vont devoir s'allier pour survivre. Mais sont-ils des boucs émissaires ou, au contraire, 3 redoutables fléaux qui porteront le coup de grâce à ce monde agonisant? C'est le premier tome d'un diptyque de fantaisie envoûtant, signé Aurélie Wallenstein, écrivaine et scénariste. Et on passe donc à L'épée, la famine et la peste, tome 2, chez Scrinéo, et toujours de Aurélie Wallenstein. Alors que Sullivan, Erin et Cillian rassemblent leurs forces pour renverser l'Inquisition, Conrad et Lyle, les bras droits du moine écarlate, se mettent en chasse pour les retrouver. Mais le couple d'inquisiteurs cache lui aussi un secret, et face à Sullivan, remontent les ombres du passé, faisant s'entrechoquer avec violence l'amitié et la haine. L'étau se resserre, les vrais visages se révèlent, et chacun d'entre eux va devoir faire un choix, accepter son rôle ou affronter sa vérité et devenir enfin lui-même. Apparemment, ça parle de inquisition, dark fantasy, aventure, violence, sorcière. Les couvertures sont juste sublimes. On passe à D'entre les morts d'Alexis Lepsker chez Michel Lafon. Magnifique couverture également. Ah, alors, je pense que ce sont des tomes compagnons parce que ça fait partie de la série Commissaire Venturi, qui compte 4 livres, donc ça a l'air d'être le dernier livre. Tout bêtement, là, ce qui m'a donné envie, c'est à la fois la couverture, le titre d'Entre les morts, oui, c'est donc Commissaire Venturi, tome 4. Le résumé, il est ultra court et efficace. Toutes ces femmes mortes, c'était à cause d'elles. C'était pour elles qu'il faisait ça, pour qu'elles vivent, pour qu'elles revivent, pour qu'elles reviennent d'entre les morts. Ouais, donc je suis en train de jeter un œil au précédent, donc je pense qu'on on doit suivre les mêmes personnages d'enquêteurs, mais avec des affaires différentes. Et là, on est vraiment sur du policier, thriller. Ça a l'air d'être un petit peu... je me demande si on glisse pas un petit peu vers du fantastique aussi. Mais les couvertures sont très très efficaces. Là, on passe à La promise au visage de fleurs de Roshani Chokshi chez Sabran. Tu m'as averti que ton secret nous détruirait si je le découvrais. Mais oh mon amour, comme tu mentais. Il était une fois un homme qui croyait aux contes de fées. Lorsqu'il rencontre Indigo Maxwell Castañeda, sa fascination pour elle n'a d'égal que la passion brûlante qui les unit, nourrie par leur penchant commun pour les contes. Indigo lui offre sa main, à condition qu'il ne l'interroge jamais sur son passé. Il accepte sans hésiter. Malgré tous les secrets dont elle s'est entourée, Indigo est rattrapée par son ancienne vie, et ils sont tous deux contraints de partir pour la maison des rêves, le manoir extravagant où elle a grandi. Dans ses profondeurs, le fiancé exhume alors des vérités qui auraient dû rester enfouies, promesses maudites gardées par les fées. Tandis que la demeure lui livre ses secrets, il sera forcé de choisir entre histoire et réalité, mettant en danger leur pacte et leur vie. On est sur romance, amitié, disparition, fantaisie, horreur, mystère. Pourquoi pas? Ça branche, je crois qu'on est... Je sais plus si c'est young adulte ou un peu romantasy. Et on passe à Mienne sera la nuit de Léonore Larc chez Addictésie, qui est une nouvelle collection, je crois que c'est addictive, il me semble. J'ai l'impression qu'on touche un peu à la dark là. Elle est immortelle et en danger. Il est humain et bien plus puissant qu'il ne le pense. Sur ses 4 siècles de vie, Grimm en a passé 2 à jouer les vampires au bois dormant, bien malgré elle. Sa malédiction n'aurait pas dû être brisée, mais Alasdair Osborne en a décidé autrement. Lorsque le jeune homme l'attire de son sommeil, Grimm découvre notre monde moderne. De l'âge d'or des vampires, il ne reste que quelques mâles errants. Des reines de la nuit, il ne reste qu'elle. Enfin, ça, c'est ce qu'elle croit.
Accompagnée d'Alasdair, qui a le don de faire ressortir d'elle le meilleur comme le pire, Grimm se lance dans une course contre la montre. Elle doit retrouver sa famille, se démener pour ne pas vivre une nouvelle éternité dans l'ombre de sa mère et éviter à tout prix que le passé se reproduise. Entre lien du sang et lien du cœur, il lui faudra choisir. Alors, plus je relis, parce que donc c'est la deuxième fois que je lis ce résumé-là, et je suis quasiment sûre d'avoir commencé à le lire sur une plateforme de publication en ligne, peut-être Plume d'Argent. Quasiment sûre. Je vais enquêter. Ouais, je suis vraiment, je mettrai presque ma main à couper. Donc voilà pour les sorties de mars 2024. À tous les coups, je vais être un petit peu short. Je vais le sortir jeudi, je pense, on verra. N'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresse, parce que moi, donc, si je vous ai parlé de tout ça, c'est que tout ça, ça pouvait potentiellement m'intéresser. Donc je pourrais potentiellement en acheter. Et bon, pour le moment, je suis encore un peu fauchée, mais ça va changer dans les mois qui viennent. Donc bientôt, je vais acheter des livres neufs. Non, mais en fait, j'en achète aussi des livres neufs. Faut pas mentir. Ben voilà. À tout bientôt. Rêvez tout grand et dites-moi ce que vous avez dépensé. Salut!